Cette production est notre deuxième vidéo dans notre série sur la manipulation des fourrures. Parmi les avantages d'adhésion, cette production vidéo est gratuite pour les membres du Conseil des producteurs de fourrures sauvages de NAFA. Il a pour objectif d'aider nos membres à améliorer la qualité et la valeur des peaux qu'ils produisent, ceci afin d'offrir au monde entier et à NAFA la meilleure collection de fourrures sauvages en Amérique du Nord. J'espère avoir été une assez bonne personne dans la vie pour mériter le paradis. Par contre, je ne suis pas certain que cela pourrait être mieux que d'être près d'un étang à castor en plein hiver dans les forêts du Maine. Je crois que la plupart des trappeurs ont un lien avec les castors. En fait, comme trappeurs, nous avons tous un lien direct avec notre histoire et notre patrimoine. Le castor est un peu comme une personne. Il est intelligent, il ramasse sa nourriture, il construit et habite sa maison où il va passer l'hiver. Vraiment, le castor est presque comme une personne. Je voudrais avoir les attributs du castor. Sa ténacité, son ingéniosité, son éthique du travail et son attitude décontractée. Vous savez, ce sont tous de belles leçons pour les humains. Une grande partie de l'Amérique du Nord doit son exploration et ses colonisations au castor. Le castor fait partie de notre culture, de notre patrimoine. Sur notre drapeau, il devrait y avoir un castor au lieu d'une feuille d'érable. J'ai commencé à attraper le castor avant de commencer l'école secondaire. J'ai grandi dans des camps de bûcherons, j'ai habité dans des régions éloignées où le trappage du castor était le summum. Toute personne qui tombe en amour avec le trappage adore trapper du castor. J'ai fait mon apprentissage auprès de vieux trappeurs de castor qui, eux, ont grandi à l'époque où le castor valait 1 $ le pouce. À cette époque, un beau castor mature leur apportait près d'un mois de salaire. Une année, j'ai fait 50 000, alors que d'autres années, j'ai fait 3 000. J'ai acheté principalement pour le marché montréalais. J'ai un client qui, à un certain temps, utilisait environ de 70 à 80 000 peaux par année. La viande est plus précieuse que la fourrure. Nous mangeons tous les castors capturés que nous pouvons. Ceux que nous ne mangeons pas, nous les faisons congeler pour ensuite les apporter dans notre communauté. Dans ma vie, je crois avoir acheté quelques millions de castors. 2 millions, c'est certain. Si le castor n'avait pas été mis ici, je crois qu'il n'y aurait pas d'Autochtones dans cette région. Bien avant que les premiers pêcheurs basques aient rencontré les Amérindiens Abénaquis au large de la côte est du Québec et des Maritimes, le chapeau de castor faisait fureur en Europe. Le castor européen a été chassé tout près de l'extinction. Sa bourre intense était utilisée pour la fabrication de chapeaux de feutre. Durant le 16e et 17e siècle, le castor a été si rare en Europe que seule l'aristocratie pouvait se permettre le chapeau de castor. Lorsque les premiers contacts ont eu lieu le long de la côte de l'Amérique du Nord, le commerce était effectué par les marins et les pêcheurs qui s'aventuraient vers le Nouveau Monde, où la morue était abondante. Même eux connaissaient la valeur des peaux de castor. À leur plus grande surprise, les Autochtones leur ont échangé volontiers leur fourrure de castor qu'ils portaient pour de simples babioles. Lorsqu'ils revenaient au port espagnol, la valeur des quelques castors qu'ils avaient avec eux était souvent plus élevée que la valeur de toutes les morues à bord du navire. Des commerçants, en majorité français, ont rapidement entrepris de naviguer le long de la côte nord-est et le long du fleuve Saint-Laurent à la recherche de groupes autochtones prêts à échanger leur peau de castor. En 1600, le premier poste de traite permanent du Nouveau Monde fut créé par les Français. Tadoussac, situé à l'embouchure de la rivière Saguenay, est devenu la plaque tournante du commerce de la fourrure durant près de 200 ans. Le castor était l'or du Nouveau Monde et c'était la ruée. Au début des années 1600, les Anglais ont également fait des incursions commerciales dans le Nouveau Monde, par contre plus au nord afin d'éviter les terres autour du fleuve Saint-Laurent. Le roi Henri V de France avait accordé aux Français le monopole de la traite des fourrures le long du fleuve.
En 1610, un navire dirigé par le capitaine Henry Hudson a navigué au nord du Labrador à la recherche d'une route plus courte vers l'est et est entré dans une mer intérieure immense. Incertain d'où il se situait et où cette mer allait le conduire, il a exploré trop tard dans l'hiver et son navire fut pris dans la glace à l'embouchure d'une grande rivière. Étant peu habitués aux hivers rigoureux du nord, ils se sont retrouvés à court de vivres et de nombreux hommes de l'équipage ont péri. Ce qui est important à propos de ce bout d'histoire est qu'au cours de cet hiver, selon le journal de Hudson, un autochtone tirant un traîneau serait parvenu au navire et Hudson aurait initié des échanges. Une longue vue, un couteau et une poignée de boutons ont été échangés pour une peau de castor et 2 peaux de cerf, probablement de caribou. L'emplacement du navire se situait à un endroit qui plus tard fut nommé Fort Rupert. Ce simple échange de fourrure serait le premier sur la baie d'Hudson. Cette unique transaction a finalement mené à un empire qui s'est étendu sur les 2/3 de ce qui est aujourd'hui le Canada et fut la fondation sur laquelle cette nation a été construite. Pour tous les trappeurs, ce lieu est une terre sacrée. Situé à l'embouchure de la rivière Rupert, cet emplacement est maintenant la communauté crie de Waskaganish. En 1670, un groupe de commerçants anglais ont obtenu une charte du roi Charles d'Angleterre, leur donnant les droits exclusifs de commercialisation sur tout le territoire drainant vers la baie d'Hudson. Officiellement connue sous le nom Compagnie des aventuriers d'Angleterre faisant le commerce dans la baie d'Hudson, ils se sont appelés la Compagnie de la baie d'Hudson. Ils ont créé la plus vieille entreprise commerciale de l'histoire, celle qui est maintenant l'ancêtre de votre compagnie, North American Fur Auctions. Les postes de traite de la Compagnie de la baie d'Hudson ont été construits à l'embouchure de chaque grande rivière du Nord et ils y ont recueilli des fourrures provenant du cœur du pays, allant aussi loin que les Rocheuses. À mesure que de nouveaux postes de traite ont été créés, il fut de même avec les villes principales du Canada, telles Winnipeg, Edmonton, Montréal et Victoria. Quelques villes américaines, telles Saint-Louis et Minneapolis, doivent également leur existence au commerce de la fourrure du castor. Le castor était roi. Chaque article de commerce avait une valeur en peau de castor. Il était le seul moyen d'échange. Il n'y avait aucune autre monnaie que la fourrure. En Europe, la demande pour le chapeau de feutre en castor a été insatiable. Chaque année, des centaines de milliers de peaux ont voyagé depuis les profondeurs de la nature sauvage de l'Amérique du Nord jusqu'à la maison d'encan de la Compagnie de la baie d'Hudson à Londres. L'ère du commerce de la fourrure fut l'un des moments les plus fascinants et romantiques de notre histoire. Depuis les montagnards, les coureurs des bois, les brigades de canots, la montée du peuple métis et les congrès de trappeurs, nous, les trappeurs, sommes les héritiers d'une histoire riche, glorieuse et colorée. Et maintenant, en tant que propriétaire de NAFA, successeur de la Compagnie de la baie d'Hudson, non seulement nous avons un lien direct avec cette histoire, mais un intérêt particulier en ce qui concerne le futur de l'industrie de la fourrure. But a vested interest in the future of the fur industry.